bonjour à tous et à tous. Je suis très honorée d'être invitée ici. Je voudrais remercier les organisateurs pour cette invitation et vous amener justement dans ce petit voyage historique, un guide d'introduction peut-être à cette conférence, en vous parlant de la topographie médicale du Mans, œuvre du docteur Lebrun. Donc actuellement, les travaux sur Joseph Charles Lebrun ne sont pas nombreux et il y a peu d'études qui portent sur lui. En 1922, le docteur Paul Delaunay a publié un article sur Lebrun dans les bulletins de la Société française d'histoire de la médecine, donc la vie et l'œuvre de Lebrun. Et après avoir présenté sa biographie et son œuvre, il a avancé un jugement plutôt négatif sur les contenus, notamment de la topographie médicale du Mans, en expliquant que Joseph Charles Lebrun était superficiel et hâtif. Son œuvre était encombrée de considérations générales étrangères au sujet. Il s'appuyait, le docteur, sur des allégations historiques fautives. Finalement, il n'était qu'un précurseur d'ouvrages bien plus appréciables qui auraient suivi donc cette première publication de Lebrun qui datait de 1812. Aujourd'hui, les études sur Lebrun, les études qui citent Lebrun apprécient en effet le travail de topographie médicale. Et donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement l'œuvre de Lebrun en la situant dans le contexte de l'essor historique des topographies médicales, qui est un genre bien précis dans l'histoire de la santé, et en vous proposant de partager quelques passages sur la relation entre l'habitat, la ville, la santé, et en mettant en valeur cet exemple qui est la ville du Mans. Donc, Joseph Charles Lebrun étudie tout jeune à l'école vétérinaire d'Alfort et en faisant des observations importantes sur les cerveaux des animaux domestiques et même des découvertes. Et après avoir reçu le certificat de l'école vétérinaire, Lebrun rentre au Mans, nous sommes en 1799, et il se retrouve en pleine guerre civile. Et là, il décide de prêter ses services à l'hôpital du Mans comme volontaire, d'abord du point de vue administratif, et puis comme assistant des soignants et des médecins. Et c'est là, à l'occasion de ces services, qu'il découvre la passion pour la médecine. Il quitte donc le Mans et il va étudier médecine à l'école de Paris. Les études à l'école de médecine de Paris se terminent par une soutenance de thèse sur la dyspepsie idiopathique, à savoir une digestion laborieuse. Nous sommes en 1833. La thèse est intéressante parce qu'elle montre l'approche hygiéniste de Lebrun depuis ses premières études et recherches. La dyspepsie est définie comme donc digestion difficile causée par défaut d'action de l'estomac ou altération des fluides digestifs. Les causes sont à rechercher dans tout ce qui s'éloigne des règles de l'hygiène. Donc, la maladie est déterminée par une constitution faible du patient, souffrant par exemple de tempérament bilieux, mais qui est combinée avec des conditions environnementales défavorables. Par exemple, habitation insalubre, vous pouvez les lire, exposée aux transitions brusques des vents du nord à celui du midi, des professions inadaptées à la constitution de la personne qui exerce le travail, accidents du travail, conditions insalubres dans le travail, par exemple l'utilisation de produits nuisibles à la santé, et puis par exemple nuisible peut être un choix déplacé des vêtements, des veilles et un sommeil prolongé, des exercices pénibles, les passions de l'âme. On nous sent vraiment dans l'hygiène galénique de 6 choses non naturelles. Et donc, dans cette approche galénique et hippocratique, Lebrun développe son argumentation en déclinant donc les conditions du corps souffrant et en différenciant différents types de dyspepsie. Vous pouvez voir quelques exemples. Et il achève sa thèse sur la méthode curative basée sur les préceptes de l'hygiène. Et en donnant une vision du patient et de la médecine holistique, globale, dans laquelle il invite le médecin
à prendre en compte les tempéraments, les âges, les sexes, la connaissance sur les causes des maladies quand on examine un patient. Et sans ces paramètres, dit-il, la médecine qui se base uniquement sur les traitements des symptômes est vouée à l'échec. Ainsi faisant, Joseph-Charles Lebrun se place vraiment sous l'égide hippocratique en évoquant des éléments qui reviennent du fondateur de l'école médicale d'Écosse. Et en effet, si on regarde la thèse, on découvre que Lebrun place sous des aphorismes d'Hippocrate le début et la fin de la thèse. Premier aphorisme cité dans le frontispice de la thèse sur la nature maîtresse de la santé, que vous pouvez lire, hein, ni la satiété, ni la faim, ni rien de ce qui excède les forces de la nature n'est avantageux. Et en fin de thèse, une série d'aphorismes en latin tirés du premier livre des aphorismes d'Hippocrate, où nous lisons l'interrelation entre les âges de la vie, l'alimentation, les saisons, les rythmes du sommeil, les diètes, l'action des maladies en fonction du régime alimentaire et du temps qui passe. Or, cette thèse, qui est peu connue, me semble-t-il, est particulièrement significative de la démarche médicale de Lebrun, car de ces réflexions découlent ses actes, ses choix et ses œuvres. La thèse alimente le néo-hippocratisme du début du XIXe siècle, une renaissance des écrits d'Hippocrate, portant plus particulièrement sous l'influence de l'environnement, de l'habitat, de l'alimentation, du site, des conditions de vie sur les patients. Et Lebrun n'abandonne pas ses courants médicaux quand il revient au Mans pour exercer la médecine, dans le cadre de la Société centrale des vaccins du département de la Sarthe et dans le cadre de sa société de médecine. C'est au moment que Lebrun rédige les deux ouvrages, la topographie médicale de la ville du Mans, 1812, et les erreurs relatives à la santé en 24. Il meurt en 26, donc en effet, il a une vie assez courte. Ces deux travaux se situent donc dans le sillage des écrits de statistiques médicales, nosométéorologie, topographie médicale, qui se répandent en France au milieu du XVIIIe siècle, dans cette vague néo-hippocratique des réponses à des épidémies qui se répandent assez dangereusement. Et en effet, depuis les milieux du XVIIe siècle, notamment, il y avait une circulaire en 1664 sur les territoires français, les travaux d'enquête pilotés par l'administration monarchique se répandent afin de collecter les données concernant les prix, la population, les manufactures. C'est un effort qui devient gigantesque au XVIIIe siècle, avec la constitution d'un réseau des représentants régionaux du pouvoir, dont la mission administrative est d'enregistrer ces données à transmettre à l'État. Et ces représentants s'adressent à des curés des paroisses, aux échevins, aux gouverneurs et aux médecins pour collecter les données. Et c'est de ce travail collectif qui naît cet essor de topographie médicale. La topographie médicale est un genre bien précis dans l'écriture médicale du XVIIIe et XIXe siècle, donc basé sous l'égide vraiment d'un traité hippocratique qui s'intitulait « Des airs, des eaux, des lieux », en détaillant les influences donc du milieu et du contexte de vie sur la santé des gens, et notamment des patients si on est médecin. Nombreux sont les traités donc, de topographie médicale rédigés en France dès le milieu du XVIIIe siècle, surtout à partir des années 60, après la guerre des 7 ans. Et je vous montre juste à titre d'exemple donc ce recueil d'observations dirigé par Richard de Ossiac, qui était donc le médecin général superviseur des armées, 2 volumes publiés entre 1766 et 72, dans lesquels il recueille de nombreux traités de topographie médicale. Et comme vous voyez, il lie la topographie médicale donc à la pratique de la thérapeutique, mais également aux observations de météorologiques des cliniques, donc, et aux épidémies des hommes et des animaux. Et parmi ces textes, on en retrouve d'importants qui influencent l'écriture médicale du XIXe siècle, et notamment les études de Menuret de Chambaud, qui participera à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est lui qui rédige par exemple l'article sur la mort. Et Menuret de Chambaud avait déjà rédigé des observations de médecine faites à l'hôpital de Montlhéry pendant l'année 65 pour les recueils des Otsiak.
Et ensuite, il rédigera des essais sur l'histoire médico-topographique de Paris qui sont assez influents dans la littérature suivante et qui donnent l'exemple de ce qui devient la topographie médicale dans les années 80 du XVIIIe siècle, avec ses recherches entre climat, épidémie et santé. Et en effet, entre les deux textes, il y a eu une importante épidémie de peste bovine, une épizootie bovine dans les années 70 du XVIIIe siècle, et qui avait sollicité une grande action de l'État. Entre 1774 et 1776, en effet, la France du Sud avait été frappée par une épizootie bovine qui avait amené Anne Robert Turgot, contrôleur général des finances de Louis XVI, a sollicité les médecins à trouver une solution pour faire face à cette épidémie qui causait c'était une tragédie déjà pour les animaux, mais aussi pour les fermiers. Et il invite Félix Vic d'Azir, médecin de l'Académie, à faire face à l'épidémie. Il n'y arrivera pas. Il se mobilise, il écrit beaucoup d'avis, il donne, voilà, vous avez quelques instructions, mais il n'arrivera pas à faire face à l'épidémie qui s'estompe naturellement en 76. Mais il tire un enseignement du travail collectif en fondant la topographie médicale de la France en 78 et en invitant tous les médecins de France à rédiger leur topographie médicale selon 11 questions qu'on doit se poser. Je vous les ai résumées dans cette diapo. Étude de la nature du sol, étude de l'exposition du lieu, longitude, latitude, sécheresse, humidité. Les vents qui frappent la région, selon les saisons, les altitudes, plains, fleuves, marais, la qualité des eaux, l'histoire topographique du canton et les ciels météorologiques, les pluies, les plantes médicinales, les grains disponibles pour l'alimentation, les tempéraments des habitants, les mœurs, les habitations, les menstruations des femmes, les maladies particulières des lieux et des professions, et les espèces d'insectes et des animaux qui peuplent la région. Et c'est en répondant à cet appel de Vic d'Azir que Lebrun, en effet, rédige sa topographie médicale sur sollicitation d'un appel préfectoral de 1810. Pardon. Donc, en dressant les tableaux de la ville du Mans, Lebrun n'abandonne pas l'hypocratisme et l'hygiénisme qui avaient caractérisé sa thèse et ses études de jeunesse. Pour Lebrun, l'étude de la topographie d'une ville, de son environnement et population, relève de l'expertise médicale et de l'enseignement d'Hippocrate. Les préceptes établis par Hippocrate dans les traités des airs, des eaux et des lieux rappellent aux médecins l'indispensable nécessité de connaître la nature du pays où ils exercent leur art, ou bien de se renseigner s'ils arrivent dans une région sur la nature de ces pays. Et la voie est tracée. Lebrun annonce dans l'introduction de la topographie vouloir s'occuper de l'atmosphère, la position et direction des rues des villes, l'influence des vents et du soleil, les principaux établissements, les mœurs des habitants, les vêtements utilisés, les substances alimentaires, les causes de la mort, et puis de vouloir passer aux maladies, et notamment aux maladies épidémiques. Et c'est ainsi qu'après une description détaillée du sol et de l'atmosphère, des minéraux, des eaux, des végétaux, des animaux, il parle de l'état physique de la ville du Mans, en évoquant une campagne agréable et féconde dans les environnements, et en évoquant les origines médiévales de la ville avec ses rues étroites, auxquelles maintenant, dit-il, se superposent des maisons en pierre, à 2 étages, avec des jardins pour la salubrité des habitants, en réponse à ce qui a été dit tout à l'heure. Cette salubrité se retrouve même dans les rues basses de la ville, comme la rue de la Tannerie, de l'Hôpital et de la Gourdaine. Et Lebrun se demande si ce phénomène ne soit pas dû au vent du nord qui frappe la ville et qui protège du vent de l'ouest et du sud. Les sources d'eau sont nombreuses et riches, mais attention aux sangsues quand même qu'on retrouve dans ces sources. Utilisez un peu de vin si vous êtes frappé par une sangsue. Et après avoir réfléchi donc sur les lieux, il passe aux bâtiments. Et notamment, je voudrais vous présenter 2 types de bâtiments, les prisons et les hôpitaux. Lebrun s'arrête sur les conditions de vie des prisonniers et les structures des maisons de détention. Il dit, si les anciennes prisons étaient foyers des maladies très destructives, les modernes sont spacieuses au Mans.
Lebrun propose l'installation je cite, d'ateliers qui retireraient d'une nocivité toujours funeste les hommes dont les mots ont peut-être leur source dans le manque de travail. En même temps, ces maisons leur font oublier leur affligeante position et les empêchent de méditer contre la sûreté publique. Et Lebrun propose d'utiliser des entretiens, c'est son mot, comme moyen consolant et propre à faire renaître des sentiments que tous n'ont peut-être pas étouffés. Et puis les hôpitaux, des longues pages sur les hôpitaux, qui sont des institutions de bienfaisance indispensables dans l'état de civilisation, malgré les abus qui existent dans les régimes, un plus grand nombre. Et les hôpitaux sont les lieux de la compassion et de la pitié. Vous voyez des nombreux noms d'hôpitaux qui recensent, dont il fait l'histoire. Et il attire l'attention sur la Sanitas, donc l'hôpital des maladies contagieuses fondé au XVIe siècle sous la rive gauche de la Sarthe, près les greffiers, et puis sous la fondation de l'hôpital général sous Louis XIV, qui réunit plusieurs établissements, et notamment permet non seulement les soins des malades, mais également l'accueil des enfants abandonnés et des personnes aliénées. Et l'hôpital, dit Lebrun, pour les personnes aliénées, derrière il y a Pinel, il y a tout un mouvement de la psychiatrie, doit être un lieu accueillant. L'aspect hideux des chambres, je cite, ou plutôt des cachots qui recèlent les aliénés, a trop souvent aggravé leur maladie. Ces réduits sont disposés de manière à leur permettre de se voir, de s'exciter, de s'exaspérer sans cesse. Quel tableau pour les maniaques dans leur état lucide. On conçoit les dangers d'un appareil rapprochement. Une autre erreur est de se poser à la curiosité des publics les malades, qui souvent les irritent et les provoquent à toutes sortes d'extravagances, spectacles dignes des temps les plus grossiers. Lebrun rappelle la fondation de l'Hôtel Dieu en 1765 aussi au Mans, et il considère que cette maison est peu salubre au final parce que les chambres des patients non militaires ont des lits où on héberge plusieurs patients dans le même lit et les lits ne sont même pas séparés par des rideaux, donc on partage un air pollué. Alors que pour les militaires, on a des lits à une place singulière, simple, et des rideaux qui protègent. Il examine enfin les mœurs des habitants, les naissances, les vêtements, pour passer aux maladies. Et je voudrais terminer justement sur les maladies. Vous voyez les nombres de maladies qu'il recense. Ce sont les maladies épidémiques et contagieuses, les maladies gynécologiques, les infections sexuellement transmissibles, les maladies des enfants, les fièvres, les maladies mentales, le cancer, qui intéressent le corps médical pour comprendre comment ces maladies se manifestent par rapport à la topographie médicale du lieu, afin de construire une topographie nosologique de l'habitat et de sa population. Par exemple, les ophtalmies épidémiques intéressent la ville du Mans en 1808, en affectant un grand nombre de personnes. En 1805, il y a un grand nombre de décès à cause de coliques. Et puis les cancers, c'est intéressant pour la ville du Mans parce que c'est une étude qui concerne surtout les femmes, très affectées au Mans par les cancers des seins, de la peau et de l'utérus, et les hommes ne sont pas affectés apparemment d'un grand nombre de cancers dans la ville. Donc le médecin se demande pourquoi. L'approche est clinique, comme vous voyez, on a aussi, après la description des maladies, des cas de clinique avec autopsie, en cas de décès, donc 2 personnes du Mans qui ont été suivies par les médecins. Pour lutter contre la maladie, soulager les souffrants, prévenir la diffusion des maux, protéger la population, Lebrun n'hésite pas à donner un portrait complet de la santé d'un lieu, en répondant ainsi à la demande de Vic d'Azir, avec population, habitat, ville. Et les médecins soignent et en même temps contribuent à éduquer à la préservation et à la conservation de la santé par ses écrits et son engagement social. Dans les erreurs relatives à la santé, Lebrun le rappelle, un plan d'éducation publique basé sur la connaissance de l'organisme animal et sur l'art de conserver la santé contribuerait à l'amélioration de l'ordre social et au perfectionnement de l'espèce humaine. Je vous remercie pour votre attention.